organisé par NovaBuild. Alors, un petit point technique pour commencer. Je vais vous inviter à débrancher vos micros, mais je crois que c'est fait, et puis vos caméras également. Et on va laisser nos intervenants micro ouvert, caméra ouvert. Pour ce qui concerne l'échange, je vais vous inviter au fur et à mesure de vos interrogations à utiliser l'espace de chat. Alors, dans l'outil qu'on utilise, Teams, il y a une petite, dans la barre d'outils, il y a quelque chose qui s'appelle conversation. Et donc, vous pouvez écrire vos observations au fur et à mesure, observations, questions, et je reviendrai dessus une fois qu'on aura eu le premier échange avec les différents intervenants. Donc, n'hésitez pas à poser les questions au fur et à mesure. C'est l'avantage de l'écrit, c'est que ça reste en mémoire et donc je peux revenir dessus même une demi-heure après. Voilà pour les points techniques. J'espère que vous n'avez pas de soucis sur le son ou l'image, mais on a avec nous deux techniciennes qui s'improvisent depuis quelques mois, techniciennes webinar, Juliette Lavis et Laura Duboc, qui sont à votre disposition pour régler les problèmes de son ou d'image que vous pourriez éventuellement avoir. Voilà pour les points techniques. Et donc, merci encore de venir assister à cet atelier d'échange. Et je voulais avant tout et en premier lieu remercier chaleureusement Altarea Cogedim, promoteur, qui a accepté cette rencontre. Une rencontre qui est nouvelle pour nous. On a depuis 2 mois tenté avec la crise sanitaire de faciliter cette période un peu complexe en organisant un certain nombre de webinars assez pointus, techniques, pour permettre de gagner du temps et d'utiliser cette période particulière pour continuer à creuser certaines questions. Et puis là, on démarre une nouvelle rubrique qui consiste à toujours faciliter, mais faciliter l'après-crise sanitaire, même si on peut considérer qu'on est encore en partie dans la crise sanitaire. Et une des spécialités de NovaBuild, c'est d'être sur un champ d'intervention assez large avec des corps d'État, tous les corps d'État de la profession. Et donc, on va choisir plutôt des sujets qui vont permettre de mettre en connexion les uns et les autres. Et donc, aujourd'hui, avec Maxence Cormier et François Roudier d'Altarea Cogedim, on a la chance d'avoir également Hervé Barry, qui est maître d'œuvre chez Quatuor, et Damien Gognier, qui s'est occupé du gros œuvre, et qui vont pouvoir chacun à leur tour nous expliquer un peu, ou précisément en tout cas, le plus précisément possible, nous expliquer comment ils s'y sont pris pour reprendre un chantier. Et donc on a un chantier en particulier, une opération, mais peut-être que par moment vous généraliserez, l'opération Horizon Verdé à Saint-Herblain, et vous allez nous raconter un peu où en était ce chantier avant l'interruption du mois de mars, et puis comment vous avez fait pour reprendre et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Alors je vais tout de suite, alors on va essayer de faire un échange, on n'a pas, c'est pas des interventions habituelles, le PowerPoint, 45 slides, etc. Hein, on va essayer de garder l'idée de l'échange. Et donc, Maxence Cormier, vous êtes avec nous pour cette introduction. Et d'abord, quand NovaBuild vous a demandé d'ouvrir un petit peu vos cahiers et nous raconter comment vous aviez redémarré les chantiers, quelle a été votre première réaction? Donc, bonjour, je me présente, donc Maxence Cormier, directeur de la production chez Cogedim Atlantique. Quand vous nous avez sollicité, au moment où vous nous avez sollicité, on venait de terminer, on va dire, le redémarrage de notre dernier chantier. Et donc, on avait éprouvé une méthode qu'on a essayé de dupliquer sur l'ensemble de nos 12 chantiers que nous avons actuellement sur la métropole nantaise, qui représente un peu plus de 1000 logements. Et, donc ça, c'est en cours. Bien entendu, c'est en cours, bien entendu. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit,
oui, pourquoi pas, faire partager notre expérience. On avait quelques informations d'ici et là en disant que certains confrères avaient également commencé à démarrer leur chantier, mais pas tous. Et puis, on avait des infos aussi que certains chantiers ne redémarraient pas. Donc, on a trouvé intéressant de faire partager alors, notre expérience. Chacun l'a vécu à sa manière. Nous, on a essayé de mettre un process en place. Et puis, on va vous expliquer un petit peu ce qu'on a réussi à mettre en place, plus précisément donc, sur cette opération. Horizon Verdé à Saint-Herblain, c'est une opération de 40 logements. Avant de décrire Horizon Verdé, est-ce qu'un petit mot sur Altaria Cogedim? On voit assez souvent vos affiches sur les chantiers. Donc, un petit mot à la fois au niveau national, vous êtes un promoteur national et puis Oui. implanté aussi fortement en région. Tout à fait. On fait partie, on va dire, du trio de tête national des gros promoteurs de la place. On réalise du logement, du commerce, des bureaux et également des centres commerciaux. Sur Nantes en particulier, on réalise à peu près 500 logements par an. Donc essentiellement du logement, un petit peu de bureaux depuis quelques années, et puis alors, pas de centres commerciaux, mais du commerce de pieds d'immeubles. Et ce que je disais tout à l'heure, donc une douzaine de chantiers en cours sur la métropole. D'accord. Donc avant de rentrer sur les chantiers que vous avez été amené à suspendre à partir du mois de mars, ce chantier Horizon Verdé, il a démarré quand? Enfin, le processus, où est-ce qu'il est situé? Alors, la clientèle? je laisserai un peu plus François qui vous François dira Roudier. exactement. François Roudier, directeur de la construction. Donc, moi, si vous voulez, je suis un peu plus dans les bureaux. François, lui, a vraiment été au cœur du système et a participé notamment à la reprise de cette opération. Donc, c'est une opération qui se trouve à Saint-Herblain, avenue de Condorcet. On est à proximité du parc de la Bégrésière. C'est une opération qui a démarré en gros œuvre. François, tu peux compléter, s'il te plaît, à quel moment précisément on a démarré l'opération? Alors, monsieur Hervé Marie de Quatuor avait envie de parler, mais je crois qu'il vaut mieux qu'il enlève son micro s'il veut qu'on l'entende. Et sinon, François Roudier, on ne l'entend pas. On l'entend pas? C'est bon là? Oui. Okay. Bonjour Hervé Marie, Quatuor. Mais je crois que vous étiez en train d'interpeller François Roudier, mais je ne sais pas s'il est avec nous. Il était à un moment. Oui. Je l'avais au téléphone tout de suite, là, il était avec moi. Et on essayait de gérer ce problème de lien informatique. Donc, a priori, lui, il était avec 2 rendez-vous avec nous en même temps. Alors, peut-être qu'Hervé Marie, vous voulez répondre à la question que se posait Maxence Cormier, vous savoir à peu près où est-ce qu'on en était de ce chantier, quand est-ce qu'il avait démarré, ce chantier de Horizon Verdé, et peut-être même un peu le décrire. Gros œuvre, il a démarré au mois de septembre l'année dernière. D'accord. Là, on est en phase de fin de gros œuvres. Je dirais, toutes les élévations sont terminées. On est plutôt dans les finitions. Les seuils sont terminés. Bon, je dirais le gros œuvre est terminé. On a 3 bâtiments. D'accord. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le chantier. On a 3 bâtiments distincts, plus 2 maisons. Donc, les élévations sont terminées pour tout. Le bâtiment A, on est en couverture. L'étanchéité est faite. Donc, on est en fin d'eau, pardon. Les menuiseries ont été posées hier, donc on est en hors d'air. Ça, c'est le bâtiment A. Le bâtiment B, bâtiment C, on débute les étanchéités. On aura les menuiseries à partir de la semaine 24, les couvertures à partir de la 25. J'ai l'impression qu'on a retrouvé François Roudier. Oui, alors François Roudier, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Horizon Verdé pour qu'on comprenne un petit peu comment il est, l'importance de ce chantier par rapport à Altaria, et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé à partir du 15 mars?
Oui, donc bonjour à tous. Effectivement, excuse-moi, j'ai eu un petit problème de connexion. Voilà la situation au 17 mars, à partir de midi. Effectivement, on a sollicité un grand nombre d'entreprises, toutes les entreprises, pour connaître leur position. On a effectivement constaté que une grande majorité, voire la totalité, quittait le chantier à partir du mardi 17 mars à midi, quoi. C'est en fait, quand on a préparé la réunion, je vous ai dit, mais à ce moment-là, personne n'a encore parlé de confinement. C'est une situation de fait. De fait, il est impossible de poursuivre le chantier. Mmh. Vous l'avez pris plutôt comme un constat, si j'ai bien compris. Oui. Voilà, c'est un constat, oui, tout à fait. Tout à fait. Et ce qui s'est passé, c'est que déjà, on va dire, à partir du lundi, donc c'était le mardi midi que le confinement avait débuté. Le confinement, excusez-moi du terme. Mais... Et en fait, ce qui s'est passé, le lundi, on savait qu'il allait se passer quelque chose. Et même dès le lundi, on avait commencé à questionner un petit peu les entreprises. Et en effet, toutes nous disaient, on rapatrie notre matériel, on sécurise le chantier et on part. Un petit mot justement sur la sécurisation. Alors, je ne sais pas si c'est vous, chez Quatuor, qui avez orchestré ça, ou est-ce que c'est l'entreprise qui était présente sur le chantier qui l'a faite. Est-ce qu'on peut dire un petit mot du point précis, comment ça s'est passé, cette sécurisation? Est-ce qu'il y a eu des investissements particuliers à ce moment-là, grillage, je ne sais quoi? Est-ce qu'il y a eu des choses particulières qui ont été faites? Bon, je vais répondre. On n'avait pas de disposition particulière à mettre en place puisqu'on était en phase de gros œuvres. On n'avait pas d'ouvrage extrêmement sensible sur le site directement. Donc, on est resté avec nos clôtures de chantier qui nous isolent complètement du reste toute l'année. Enfin, je dirais tout le temps, quoi. On n'a pas eu besoin de mettre des choses complémentaires. On a sécurisé quelques matériel de manière un peu plus pérenne, mais on n'a pas eu à faire de très très grosses interventions de sécurisation. Alors, sur cette période de 2 mois, assez rapidement, parce que ce n'est pas complètement le sujet, mais c'est intéressant de le savoir, à la fois chez vous, Altaria, chez Quatuor, et je ne sais pas si Damien Gognier est avec nous, j'aimerais savoir quelle activité vous avez eu les uns et les autres. Est-ce que vous, votre activité a été suspendue, ou est-ce que les personnes ont pu continuer à travailler en télétravail? Comment est-ce que comment ces 2 mois de confinement ont été vécus? Alors peut-être d'abord chez le promoteur Altaria. Alors je vais répondre. Nous, ça a été très simple. Quasiment tout le monde est passé en télétravail du jour au lendemain. On a un métier qui nous le permettait. Seulement quelques personnes, on va dire, en arrêt-garde d'enfants, parce qu'ils ne pouvaient pas travailler, ils n'avaient pas tous les moyens de travailler, mais à 90%, tout le monde a continué à travailler sur différentes thématiques, et notamment sur la partie service construction. Le sujet, c'était de voir comment on pouvait préparer le redémarrage des chantiers, parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas exactement où on allait aller, et le service construction a été très, très mobilisé et a fait de nombreuses visios. Donc, on a appris à travailler différemment, parce qu'on ne pouvait pas se déplacer. Et quand même, le responsable construction, il se déplace quand même beaucoup sur les chantiers. Et donc, on a appris à travailler de chez nous, avec tous les moyens que l'on utilise, Teams et Skype notamment. Et peut-être François Roudier, vous êtes à cette période-là, quand même, vous êtes allé voir votre douzaine ou quinzaine de chantiers en cours pour voir où est-ce qu'ils en étaient, avec ou sans autorisation. Vous avez été voir quand même comment ça se passait physiquement? Voilà, oui, effectivement. On a 13 chantiers en cours actuellement sur Nantes. On est 3 au service construction. Donc, on a tourné de façon à visiter les 13 chantiers, s'assurer qu'il n'y avait pas des chantiers avec les fractions, les portails ouverts, de façon que les gens puissent rentrer, parce qu'on reste quand même responsable des chantiers, même en phase de phase. Donc, vous l'avez fait régulièrement, même ça? 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Et alors, chez Quatuor, vous avez pu continuer à travailler dans cette période? Alors, je dirais, nous, tous les conducteurs d'opération, donc nous, on est 6, on est passé, je dirais, en télétravail, nos secrétariats aussi.
Bon, on a eu, nous, l'autorisation de déplacement de notre entreprise qui nous a permis de continuer à visiter nos chantiers. Là aussi, on s'est assuré de la sécurisation, de la fermeture des chantiers, je dirais une surveillance aussi pour vérifier à ce qu'il n'y ait pas d'effraction ou de choses comme ça qui se passeraient. Faire un pointage bien précis avec les agents de travaux et ceux que l'on pourra installer pour correspondre aux prescriptions de l'OPBTP. Parce que chaque chantier a ses spécificités. Je dirais l'OPBTP en version générale, mais chaque chantier a ses spécificités. La maison Verdée, on a une maison qui nous sert de bureau de chantier. Bon, c'est pas les mêmes nettoyages que l'on peut faire que si on est dans un bungalow Algeco, quoi. Donc, il y a toutes ces petites adaptations-là qui sont venues en cours de route. Alors, donc ça, on va le détailler juste après. Mais d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue à Damien Gognier qui vient de nous rejoindre. Donc vous, entreprise de Gros Œuvres, forcément, vous avez suspendu l'activité. Vos équipes ont... Qu'est-ce qu'elles ont fait dans cette période-là? Comment est-ce que vous vous êtes organisé pendant ces 2 mois? Alors, nous, on a suspendu, donc le 16 mars, on a travaillé normalement. On entendait déjà des bruits un peu, qui annonçaient un arrêt le 17 mars. Mais nous, on a continué le 16 quand même, on a fait notre journée normale. On a attendu l'annonce du 16 mars au soir pour prendre la décision de fermer les chantiers le 17 mars au matin, à midi. Donc, on a renvoyé nos équipes sur les chantiers le 17, pas les intérimaires, mais que les salariés de l'entreprise, pour pouvoir décoffrer les banches. On a un peu de matériel qui doit être nettoyé avant de fermer le chantier, et puis clôturer le chantier. Ensuite, on a mis donc toute la partie chantier à l'arrêt, c'est-à-dire toute la production. On a mis tout le monde en chômage partiel, hormis hormis la partie bureau où là on s'est mis en télétravail dès le 17 mars. Pour l'ensemble des salariés intervenant au bureau. Donc j'imagine que vous étiez impatient, ayant toute l'équipe en chômage partiel, que le guide de l'OPBTP ressorte et que vous puissiez à nouveau vous mettre à discuter avec tout à fait. le maître d'œuvre et le promoteur à redémarrer, j'imagine. Il y avait une impatience quand même. On l'a longuement attendu. Oui, dites. Non, on l'a longuement attendu et dès qu'on l'a eu, nous, on a été moteur pour redémarrer l'ensemble de nos chantiers puisqu'on a repris les premiers chantiers le 14 avril. Donc, je pense qu'on était dans les premiers chantiers à redémarrer. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'on peut nous raconter qui a passé un coup de fil à qui en premier en disant « Bon, allez, ça y est, cette fois-ci, il faut qu'on se mette à travailler » Comment ça s'est passé? Il y a réunion de travail, comment ça fonctionne, ça? François, tu vas peut-être intervenir. François, allez. Oui. C'est bon? Oui, on vous entend. Oui, effectivement, on a eu des consignes de reprendre et une phase de… Des consignes qui venaient de… Comment? Des consignes, elles venaient… Du national aussi. On a une entreprise nationale. C'est ça. Et effectivement, déjà, la première étape, c'est de faire un état des chantiers. Et puis, il y a eu plusieurs versions de l'OPBTP qui est arrivée le 23 mars, sur lequel, et puis après, plusieurs indices. Donc, on a pu commencer à travailler dessus. Première façon, on a consulté notre CSPS, de façon à qu'ils mettent à jour en parallèle avec M. Marie en tant que maître d'œuvre, de façon à mettre à jour le PGC, s'assurer que tout le monde était en mesure aussi de pouvoir travailler, parce que certaines personnes n'étaient pas disponibles et qui étaient en chômage partiel. On fait une petite parenthèse là-dessus. Quand vous dites on voulait s'assurer que tout le monde pouvait travailler, comment on fait pour s'assurer que les gens peuvent travailler? C'est concrètement, vous y êtes pris simplement, on se contacte par téléphone,
Souvent, lorsqu'on échange par mail, on avait des messages d'absence qui précisaient les périodes non disponibles, etc. Et Damien Gognier, chez vous, dans votre entreprise, vous aviez des gens qui disaient moi, je ne reviendrai pas travailler tant que le Covid aura disparu ou des choses comme ça? Non, on a réinvesti nos bureaux tout début avril. Hein. Donc, on a fait revenir, parce que pour remettre en place, pour redémarrer le 14 avril, vous vous doutez bien qu'on a dû remettre énormément de documents à jour et puis la méthodologie voilà, de reprise qui était assez importante. Donc nous, on a fait revenir 3 personnes dans toute la partie de direction, forcément, qui a quasiment, enfin, était là en permanence. Plus on a fait revenir, on a un coordinateur sécurité qui est revenu début avril et puis avec 1 ou 2 personnes pour pouvoir remettre les PPS à jour. Et par rapport à vos collaborateurs, vous, les uns après les autres, vous les avez appelés, ils vous ont tous dit nous, on est prêt à revenir. Il n'y en a aucun qui vous a dit là, droit de retrait, etc. Je ne veux pas venir travailler. Non, pas du tout. D'accord, très bien. Alors, j'imagine il y a eu besoin quand même de plusieurs réunions de travail avant de redémarrer. Qui est-ce qui pilotait ça? C'est vous, Hervé Marie, qui étiez le coordinateur avec. Nous, on a géré, moi j'ai essentiellement d'abord dans un temps géré par téléphone. Hervé Marie, je vais vous demander si vous voulez bien enlever la vidéo parce que le son n'est pas extraordinaire et on va essayer d'axer toute la bande passante sur le son. Voilà, ça va être mieux là peut-être? Oui, là on vous entend bien. D'accord. Donc ce que je disais, moi j'ai commencé par travailler essentiellement par téléphone parce que, hélas, je ne suis pas informaticien. Et on a d'un seul coup eu à se mettre à jour sur énormément de types de plateformes, Steam, Skype, enfin bon, 5 ou 6, donc ça a été assez difficile, mais bon, on a réussi. Enfin, le téléphone fonctionne encore très bien. Encore un bon outil. Plus rapide même que les mails. Et pour vos réunions, les réunions, vous avez bien été obligé de les faire avec ces nouveaux outils-là? Quelques-unes, oui. Et donc, si on reprend le chantier Horizon Verdé, moi j'avais dans mes notes quelque part, il y a eu 3 à 4 réunions de préparation. Donc, M. Roulier nous a gentiment été le moteur des premières réunions vidéo. Réunions qu'on a fait essentiellement avec le CSPS et puis avec M. Gognier. Donc là, ce qu'on entend, c'est quand même c'est le promoteur qui enclenche le dispositif, qui provoque les réunions et qui remet du lien dans tout ça. Oui, Maxence, oui. vous vouliez dire quelque chose là. Je vais me permettre en effet d'intervenir. Nous, notre volonté, ce qu'on disait, c'était de redémarrer. Mais on ne redémarre pas d'un claquement de doigts. Nous, en tant que maître d'ouvrage, on dit c'est bon, on redémarre. Derrière, il y a beaucoup de parties prenantes. On les a indiquées, CSPS, maître d'œuvre, et également l'entreprise de Gros Œuvres qui gère également le compte Prorata. Et je remercie CHA qui a énormément aussi joué le jeu dans ces réunions. Et il y en a eu en effet plusieurs sur toutes les opérations. C'est voilà, les forces en présence et ensuite voir comment on peut faire, parce qu'on l'a bien précisé, chaque chantier est différent. Il y avait un guide, le fameux guide de l'OPBTP, là, avec différentes versions et surtout une version définitive là, qui est tombée début avril, qui a permis d'avancer. Mais comme disait François, on a commencé les premières réunions avant que ce guide sorte. Parce qu'on ça vous a vraiment fait gagner du temps? Parce que moi, j'ai entendu des gens dire moi, je ne peux pas, si le guide change tous les 3 jours, je vais attendre qu'il stabilise avant de commencer à travailler dessus parce que sinon, on va faire des choix qui ne seront pas les bons. C'est marrant parce que j'aimerais bien entendre M. Gognier par rapport à ça, avoir son avis. Mais je pense qu'en effet, on va redémarrer aussi rapidement le 14.
il fallait déjà commencer. Le guide de l'OPPBTP, il n'a pas complètement été métamorphosé. Non. Il y a eu des ajustements. Je dirais la ligne directrice, elle était là. Donc, ça a permis de faire des réunions. Après, il y a eu des adaptations, bien entendu, mais ça a permis d'amorcer. Et en effet, il y a peut-être sur certains chantiers où on a dû attendre, parce que certaines personnes disaient on attend le guide pour pouvoir débuter. Ce qui n'a pas été le cas sur cette opération. Alors, Damien Monnier. En effet, nous, on a travaillé sur le guide dès lors où on a eu la première version. On a commencé à établir nos PPSPS pour la reprise et on n'a pas attendu d'avoir la version finale qui effectivement n'a pas, elle a évolué, mais pas tant que ça par rapport à ce qu'on a eu dès le départ. Donc, on a fait des mises à jour de nos PPSPS, mais seulement, et heureusement qu'on a démarré, qu'on a mis en place tout ça dès le départ, dès la première diffusion du guide, parce que sinon on n'aurait pas pu reprendre le 14, effectivement. Les points durs que vous aviez repérés dans le guide, alors c'est valable peut-être un peu pour tout le monde, mais vous, à l'entreprise CHA, là, vous vous étiez dit, oh là là, ça va être dur. Globalement, c'est la base vie. Hein. C'est pas sur le terrain, sur le chantier, c'est les lieux communs. Donc, la base vie, forcément, les roulements alors tout se met en place, hein, mais effectivement, les roulements pour les vestiaires, pour le réfectoire, c'est des choses un peu nouvelles quand même. Donc, voilà, la distanciation dans les lieux communs, c'est ça. C'est surtout la distanciation, effectivement, qui nous paraissait… Et la distanciation sur le chantier Non. Plutôt dans les lieux communs. D'accord. Type base vie. Alors, je ne sais pas si Hervé Marie ou François Roudier voulaient rajouter quelque chose sur cette question des points durs ou des choses un peu à traiter de près venant du guide au PPTP. Nous, c'était surtout le sujet référent Covid. On ne savait pas exactement qui pouvait faire ce type de mission, à quoi ça consistait. Et c'est ce point-là où on a dû s'appuyer sur nos CSPS, on a dû mandater et réfléchir sur la mission, quoi. Alors, c'est quoi un référent Covid, en fait, au bout du compte? Un référent Covid, c'est réalisé par un préventeur et pas par le CSPS. On ne peut pas être jugé parti aussi. Et donc, c'est une personne qui contrôle l'ensemble des mesures du guide, qui va de l'affichage jusqu'au contrôle sur place des sens de circulation, du marquage au sol, du respect de la coactivité. Il fait partie de la maîtrise d'œuvre ou de la maîtrise d'ouvrage? Non, il fait… alors, c'est nous qui le mandatons, c'est le bureau de… Nous, c'était Socotec. Hein. Donc, c'est un préventeur. Donc, il est payé par le maître d'ouvrage. D'accord. Et il vient… Alors, donc, ça y est, il est en activité. Est-ce que d'abord, avant de le faire venir, vous avez échangé avec les acteurs Quatuor, CHA, avant de le faire venir, ou c'était votre décision et à eux de se caler avec ça? C'est pas une obligation. Hein. Oui. Donc, peut-être que certains maîtres d'ouvrage ne les ont pas pris. Donc, ou peut-être qu'ils avaient du personnel interne qui était en mesure de réaliser cette mission-là. Mais nous, est-ce que vous avez discuté de ça avant avec les différents acteurs ou c'était votre décision et c'était à prendre ou à laisser de leur part? Alors, je pourrais intervenir par rapport à ça. En fait, les choses ont évolué au jour le jour. Ouais. Et donc, on a avancé avec ça. Au début, on ne savait pas précisément si on allait avoir cette sorte de ce que j'ai appelé référent. On ne savait pas trop, il n'était pas obligatoire. Donc, ça s'est fait au fur et à mesure des réunions. Et à un moment, très clairement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à mettre en place par les entreprises. Et on s'est dit voilà, qu'il était préférable de prendre quelqu'un qui passe au début plusieurs fois par semaine et puis assez rapidement plus qu'une fois par semaine pour à un moment arrêter sa mission parce qu'il n'y a plus la nécessité. Mais c'était surtout au début pour qu'il y ait un élément pour bien vérifier que le guide est respecté. Voilà. Et, Damien Gognier, vous l'avez pris comment l'arrivée de ce référent Covid? Très bien. Alors pour nous, ça n'a pas été une contrainte, hein, puisque je
pense qu'on avait bien fait les choses. On avait tous travaillé ensemble pour que tout se passe, pour que tout soit mis en place selon les prescriptions qu'on nous avait données. Donc, non, moi, je l'ai très bien pris. C'était pas l'œil de Moscou non, envoyé non, par non. le promoteur, non. C'est pas ce que vous avez ressenti. Pas du tout. Non. C'est pas, non, on n'a pas pris ça pour, du contrôle ou du surcontrôle. Non, pas du tout. Ça a été bien apprécié. Enfin, même sur le chantier, je pense que là, c'est vraiment, tout le monde a pris conscience quand même qu'il fallait que les règles elles soient respectées par chacun, hein, si on voulait poursuivre l'activité. Et non, ça a bien été pris par les compagnons sur le chantier. Il n'y a pas eu de souci. Et vous, ce serait à refaire chez Alterea, vous le referiez. Ça a été vraiment un point qui vous a permis ça a facilité la reprise de chantier. C'est compliqué sachant qu'aujourd'hui tous les chantiers ont redémarré. Donc je pense que oui, en effet, ça a facilité les choses, je pense. Avec un surcoût? Évidemment, c'est un coût. Oui. C'était pas prévu au départ. Donc, non. Ça fait un peu bouger le bilan globalement, j'imagine, mais il y a d'autres surcoûts, on en reparlera tout à l'heure aussi. Oui, tout à fait. Sauf qu'à un moment, c'est ce qu'on s'est dit, il y a un petit investissement à faire. Tout le monde avait un investissement à faire pour pouvoir redémarrer. Donc, voilà, on a fait cet investissement. On ne voit plus Hervé Marie parce qu'il y a une connexion, mais il est toujours avec nous. Oui. Vous, l'arrivée de ce référent Covid, comment vous êtes appuyé sur lui pour faciliter la reprise du chantier? Enfin, un petit mot là. Alors, l'avantage du référent Covid, je dirais, c'est qu'entre guillemets, c'est un petit peu vraiment un spécialiste. Donc, il est vraiment là pour nous aider. Il n'est pas là pour nous embêter, mais il est là pour nous aider. Donc, c'est une très bonne chose, en effet, qu'on ait eu un référent qui soit venu sur le chantier, qui ait éventuellement un petit peu recadré les choses. Bon, sur le chantier d'Horizon Verde, il n'a pas eu à recadrer, mais je connais d'autres chantiers où le gars, il a remis une ou deux petites choses à jour, c'est très bien. La maîtrise d'œuvre d'exécution, sur le chantier, nous, on surveille vraiment la construction, le bâtiment, l'ouvrage lui-même, le planning, etc. Mais pas la notion, enfin, moins la notion de sécurité de chantier, ou encore pire, là, comme on est le cas avec le Covid. Donc, d'habitude, on s'appuie sur le CSPS. Là, on s'est aperçu tous que nos CSPS ont beaucoup trop de missions habituellement, et que là, ils se sont retrouvés face à un mur de prescriptions à remettre à jour, PGC, etc., qui les a débordés complètement. Fallait qu'ils relisent tous les PPSPS de chaque entreprise, donc ils se sont retrouvés complètement débordés. Donc, je pense qu'en effet, cette assistance tout à coup d'un référent Covid était vraiment une très très bonne chose à mettre en place. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? On a dit la base vie, c'était un point dur. Alors, on a une base vie un peu particulière. Je crois que c'est vous, Hervé Marie, qui nous l'avez dit tout à l'heure. C'est une maison. Oui. Et on va regarder des images aussi. Donc, qui est-ce qui veut nous décrire d'abord la base vie? Puis après, on va regarder les images de ce que vous avez mis en place spécifiquement. François Roudier, c'est vous qui avez préparé des photos. Est-ce que vous voulez nous décrire un petit peu tout ça? Je les partage là. Oui. Donc, c'est là normalement que tout explose. Non, c'est bon, en plus ça marche. Donc, elles ne sont pas forcément dans un ordre. Donc là, on peut voir. Donc, le marquage a été réalisé par l'entreprise CHA, qui est en charge de la gestion du comprend-ATA, des installations de chantier. Donc là, c'est notre salle de réunion aujourd'hui qui se trouve dans une maison qui fait partie du projet, donc qui sera par la suite. Et donc, pendant cette période de Covid. Si vous voulez bien enlever la caméra, parce que comme le son n'est pas très très bon, on va remettre un peu de flux. Bon. Oui, c'est bon. Voilà. On peut constater que là, c'était notre salle de réunion qu'on a mis à disposition en réfectoire, vu que les réunions sont en visioconférence depuis la phase du confinement, comme la plupart des chantiers. Et les grandes croix, ça va quoi? Ça permet de matérialiser les zones où on ne peut pas déjeuner. Normalement, vous avez 3 places là, de chaque côté. Et donc là, c'est une table de
3 de chaque côté, plus sans doute un à chaque extrémité. Et là, vous n'avez que 4 personnes qui peuvent manger sur la table. Et qui a décidé au bout du compte que c'était cet espace-là? Est-ce que c'est le référent Covid? C'est l'espace Covid qui vous dit qu'il faut 1 mètre d'intervalle entre chaque personne. Okay. La suite La suite. Il y a d'autres images, je crois. Oui, mais ça marche pas. Je ne sais pas si ça passe. D'habitude, ça marche. Hein. C'est ça qu'ils disent à la télé. C'est bon? Vous voyez? Voilà, on voit une cuisine. Donc, en fait, c'est un chantier avec une partie de rénovation, si j'ai bien compris. Non, c'est une maison qu'on a conservée de façon à s'installer, vu qu'elle était en bon état et elle était assez grande pour pouvoir s'installer. Pendant toute la phase gros œuvre jusqu'au clos couvert. Et par la suite, elle sera modifiée de façon à créer des locaux vélos, etc. Donc après, on basculera dans une nouvelle station de chantier, base vie, dans le bâtiment qu'on a construit. Donc là, nettoyage, on voit que quelqu'un… quand on dit désinfection, est-ce qu'on peut rentrer un peu là-dedans désinfection, une entreprise extérieure de nettoyage spécialisée dans le nettoyage. Donc là, il y a une société spéciale. C'est la même société qui était prévue à l'origine pour faire le nettoyage qui l'a fait, ou c'est une autre société? Non, ça c'est l'entreprise CHA qui a conçu les entreprises qui tentent de pouvoir intervenir chez nous. Aussi, Ouais. Donc, Maxence, si vous voulez prendre le relais, parce que je pense qu'on entend peu. En fait, j'imagine que la bande passante, elle prend soit le PowerPoint, soit le son. Donc, si on peut parler 2 secondes, en effet, de la question de la désinfection, oui. qui est en effet, on a parlé de la base vie, toute l'organisation de la base vie, mais le gros sujet de la base vie, en effet, c'était la question de la désinfection de la base vie. Ce qu'on a décidé, nous, Cogedim, toujours dans cette optique, comme on disait tout à l'heure, de favoriser la reprise de chaque opération, c'est qu'on a pris à notre charge le premier mois complet de désinfection. Sachant que quand on parle de désinfection, ce n'est pas juste une désinfection le matin. C'est plutôt 3 passages par jour. Alors que, je ne voudrais pas raconter de bêtises, Monsieur Gognier, une base vie, elle est nettoyée, alors je ne dis pas désinfectée, je parle déjà de nettoyée, est-ce qu'elle est nettoyée quotidiennement avant? Non, en général, c'est deux nettoyages par semaine. Voilà. D'accord. Donc là, on est dans un autre monde, quoi. Rien à voir, oui. Absolument rien à voir. Et donc, oui, nous, Cogedim, notre volonté, c'était de prendre à notre charge ce premier mois. Ce premier mois, vous l'aurez compris, il est déjà fini sur ces chantiers qui ont démarré dès le 14 avril notamment. Et là, maintenant, on continue un peu l'accompagnement en prenant 50% de cette désinfection à notre charge. Et puis le reste, après, c'est ventilé entre les entreprises. Et comment vous… La raison pour laquelle vous faites premier mois et puis après la suite, comment ça s'explique? Ça s'explique qu'on se rend compte que reprendre un chantier, c'est compliqué. Il n'y a pas que la reprise, après, c'est de continuer les choses et ne pas faire que la reprise et s'arrêter. Et en quelque sorte, on sait que tout le monde va rencontrer des difficultés dans ces périodes compliquées. Comme je disais tout à l'heure, on participe, nous aussi, à notre manière, en quelque sorte, à ce redémarrage pour faciliter. Et vous m'aviez donné un argument que je trouve aussi intéressant, c'est que c'est de faire en sorte que tous les corps d'État, c'est le corps d'État qui est là à ce moment-là, n'a pas de raison de supporter une plus grosse charge. Alors, au tout début, quand on s'est dit, est-ce que je vous ai dit, les choses avancent, et à chaque fois, on a ajusté nos réflexions. L'idée de faire le premier mois, c'était de se dire, de toute façon, au début, il y aura peu de compagnons à venir sur place. Et il y aura seulement peut-être qu'une seule entreprise. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui va prendre, en gros, à sa charge la totalité des frais. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, sur le premier mois, on prend à notre charge.
Après, on s'est rendu compte que faut aller un peu plus loin qu'un mois parce que évidemment, aujourd'hui, mais je pense que M. Marie et M. Gonier nous en parleront, on n'a pas repris le rythme de croisière que nous avions avant Covid. Voilà. Donc, voilà, c'est notre participation. L'idée, c'est de participer là-dessus jusqu'à fin juillet et on verra ce qu'il en sera après. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. Est-ce qu'au mois de septembre, on aura toujours ces préconisations à respecter? Je n'en sais rien pour le moment. Damien Gonier, vous voulez rajouter quelque chose? Non, en effet, il faut savoir un nettoyage de base vie par mois, on estime ça à peu près à 600 €, 6 à 700 € par mois. Sauf que là, du coup, effectivement, on arrive à cette somme-là, mais par semaine, à 700 € de nettoyage par semaine. Donc, effectivement, vous doutez bien que voilà, on remercie effectivement Cogedim d'avoir pris le premier mois en charge. Bon, a priori, ça va évoluer sur les prises en charge. Je pense qu'on va passer à 50-50, Monsieur Roudier, c'est ce que vous avez exprimé, il me semble. Voilà. Donc, après, nous, la difficulté là-dessus, en fait, en tant que gestionnaire du compte Prorata, on va être obligé de solliciter, de le faire savoir aux entreprises. Bon, après, moi, par expérience, là, depuis un mois et demi là, qu'on travaille dessus, depuis un mois, les entreprises, à partir du moment où le maître d'ouvrage joue le jeu et prend une partie à sa charge, donc là, ce sera 50% a priori, il n'y a pas les entreprises sont plutôt satisfaites. C'est ça. Comment ça se passe une journée? Est-ce qu'il y a des prescriptions particulières? Les compagnons, quand ils arrivent, ils se nettoient les mains, etc. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu les différences par rapport à un chantier habituel? On connaît tous des chantiers normaux. Raconter une journée, mais avec les différences. Alors, effectivement, il y a des différences. Quand ils arrivent sur le chantier, déjà, la première chose à faire, effectivement, c'est se laver les mains et puis remplir le fameux questionnaire, puisqu'on a un questionnaire à remplir sur l'état de santé de chaque salarié. Donc ça, c'est du déclaratif. S'ils disent j'ai de la température, il faut qu'ils rentrent chez eux, quoi. Ah oui, complètement, oui, tout à fait. Ils le prennent au sérieux, ça, ce moment-là? Je ne suis pas sur les chantiers, mais j'ai l'impression que ça doit être un moment de rigolade quand même, non? En fait, si vous voulez, on s'aperçoit que c'est comme tout. Je pense qu'il y a des gens qui prennent ça très au sérieux. Nous, quand on a repris les chantiers, on a des gars qui arrivaient avec les masques, voilà, qui étaient la première semaine. Voilà, c'est la découverte. Et puis, il y a des gens qui ne sont pas sortis pendant un mois et demi. Ils ont l'impression qu'effectivement, tout s'est arrêté et que le virus, il est partout. Il est partout d'ailleurs. Donc, oui. Et puis, il y a les autres qui sont moins frileux et puis qu'il faut recadrer à certains moments. Donc, ça, c'est le rôle du Covid, du référent Covid-19. C'est ça, il sert à ça aussi. D'accord. Tout à fait. Et donc, alors, ils arrivent, ils se lavent les mains, ils signent leurs documents. Et puis ensuite, c'est un chantier normal ou il y a des choses encore un petit peu particulières? Alors, il y a des choses particulières, effectivement. Il faut alors, il y a le référent Covid-19 qui a été pris par le maître d'ouvrage, qui passe tous les jours, mais chaque entreprise a nommé également un référent. Donc, moi, j'ai mon référent sur le chantier, c'est le chef de chantier CHA de notre entreprise, qui, lui, effectivement, poste les compagnons de façon à ce qu'ils soient à ce qu'il soit à bonne distance et il ne va pas mettre 5 personnes sur le même poste de travail avec des distances qui ne conviennent pas. Ça, c'est un peu de casse-tête? Ça s'est opéré correctement sur le chantier Horizon Verdé parce qu'on a 4 bâtiments. Donc, on a pu dispatcher notre personnel voilà, en gardant les préconisations. Mais oui, c'est une charge supplémentaire. Après, voilà, ça permet aussi d'organiser les choses quelquefois. Ça a du bon aussi. Donc,
de mieux penser au lendemain, voilà, ça a du bon aussi. Hein. D'accord. Donc c'est ça. Et puis en fin de journée, il y a quelque chose de particulier qu'ils ont à faire avant de repartir. La base vie, on l'a vu. On a vu. Donc ils mangent dans l'ancienne salle de réunion. Et puis fin de journée. Ah ben, ils se changent, hein, ils vont dans le vestiaire, ils se changent, enfin ils se lavent les mains, hein, ils se changent et puis après, après ils partent du chantier normalement. Moi j'avais envie de demander à Hervé Marie, les réunions de chantier, c'est quand même un moment fort sur un chantier. Comment vous faites? Là, vous venez tous avec votre masque en réunion de chantier. Vous êtes là toujours, Hervé Marie? Oui, tout à fait, je vous écoute. Je vous laisse. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe? Comment vous faites pour être le chef d'orchestre de ce chantier? Là, c'est un peu compliqué, non? Oui, c'est un peu plus compliqué, en effet, d'autant plus, là encore, pour nos problèmes de liaison informatique. Parce qu'on a beaucoup de gens qui sont comme moi, ils ne sont pas informaticiens. On est des techniciens, mais pas de l'informatique, nous. Donc, entre les difficultés de matériel, etc., d'horaire, c'est un petit peu compliqué. Donc là, actuellement, les réunions de chantier, donc moi, je fais mon habituelle visite de chantier, de contrôle général, où je peux noter différents points. Ensuite, donc les entreprises sont invitées à un rendez-vous spécifique, rendez-vous de chantier, donc via actuellement la plateforme Teams, celle qu'on utilise actuellement. Bon an, on réussirait, je dirais, à avoir 70-80% des entreprises qui sont présentes. Après, donc, je me charge de relancer par téléphone tous ceux qui auraient pu manquer et leur faire passer les informations nécessaires à l'organisation générale du chantier. Alors, c'est un petit peu plus compliqué en coordination. Tout le monde n'entend pas facilement. Tout le monde ne peut pas intervenir en fonction de ce qui est peut être dit au moment opportun. Mais bon, bon an, mal an, on réussit à y arriver, quoi. Et une réunion de chantier où on ne voit pas le chantier, donc on ne peut pas regarder des niveaux de détail. En général, la réunion de chantier, elle se passe après avoir fait un petit tour. On a vu 2-3 trucs et puis on dit tiens, ça c'est bizarre, je ne m'attendais pas à ça. Là, on ne peut pas le faire. Donc il y a quand même une part de la réunion de chantier qui. Est-ce que ça fait prendre un risque au chantier en fait? Ma vraie question derrière, c'est ces réunions dématérialisées, est-ce que ça fait prendre un risque au chantier qu'il y ait des trucs qu'on n'ait pas repérés au bon moment? Dans l'absolu, oui. Pour l'instant, sur le chantier Horizon Verde, je dirais on a des gens intelligents qui connaissent leur dossier, qui connaissent leur chantier et qui savent voir de quel sujet on va parler. Après, ce que j'ai déjà eu l'occasion d'organiser, c'est des rendez-vous spécifiques. Si on a un point très très particulier à voir avec une entreprise, on se fixe un rendez-vous spécifique à un horaire précis pour se rencontrer sur le site. Alors nous aussi, ça nous permet de mettre en place nos propres protections individuelles, le masque, les gants, le gel, etc. Et on va voir le sujet précisément avec l'entreprise ponctuellement, quoi. Puisqu'on est sur l'organisation, là on va voir les différents lots qui vont arriver. Est-ce que vous avez été amené à refaire l'organisation du chantier, l'intervention, les dates d'intervention des uns et des autres, là où peut-être tout était en même temps, de le faire plus du consécutif? Alors, notre plus grosse difficulté actuellement, c'est en fait la totalité des effectifs à gérer vis-à-vis de la capacité d'accueil de notre base vie. Puisque, comme vous l'avez vu, notre base vie, c'est une maison existante. Ouais. Donc, on l'a adaptée pour avoir des sanitaires, réfectoires, etc. Mais je dirais, on a une surface qui est en définitive limitée. C'est vrai qu'on peut imaginer qu'au niveau du réfectoire ou du vestiaire, on peut imaginer des horaires d'arrivée différentes de manière à étaler le nombre de personnes. Mais de la même manière que là, on commence à être limité, hein, on ne va quand même pas demander aux gens de manger à 10 heures pour que le dernier finisse à 14 ou 15 heures. Donc on est limité sur ce point-là. On est limité sur le nombre de WC de chantier. Parce qu'on a déjà la réglementation qui nous contraint un certain nombre de WC en fonction des effectifs prévus. Mais bon, au bout d'un moment, la surface ne permet pas d'aller au-delà. Donc on se retrouve confronté actuellement à un nombre d'effectifs qui, sur le chantier, doit absolument monter fortement en nombre. À titre d'exemple, quand on a repris avec le maçon, on avait 6 maçons.
Et la semaine suivante, on a doublé, puis encore doublé. Et là, on arrive à un effectif qui devrait être entre 30 et 40 personnes, minimum. Ce qui est une grosse difficulté sur le chantier parce que nos capacités d'accueil ne sont pas suffisantes. Donc là, c'est un peu une inquiétude même, là, ce que vous êtes en train de dire. C'est un vrai sujet sur lequel on a fortement demandé au CSPS de convenir, je dirais, entre notre capacité d'accueil et la réglementation et le nombre d'effectifs que l'on peut mettre sur le chantier. Donc on se rend compte que certains corps d'État, par exemple, je pense notamment aux plaqueries, qui doit commencer et qui en général demande un effectif assez conséquent de transport, pour avoir une efficacité intéressante pour une entreprise, qui elle-même doit être associée avec d'autres corps d'État. Je pense aux électriciens, aux plombiers qui doivent travailler avec eux. Donc tout ça, ce sont des effectifs qui sont importants. On a des bâtiments, on a 3 bâtiments principaux qui, dans la théorie, devraient s'avancer, je dirais, avec une progression régulière les uns derrière les autres. Donc, quand on avance une tâche, quand on finit une tâche sur un bâtiment, l'entreprise va la poursuivre sur le bâtiment d'à côté, etc. Donc, on a une boule de neige qui grossit, mais on a toujours cette contrainte d'installation de chantier. Donc, on en a fait part au CSPS, puisque je dirais c'est essentiellement un problème organisationnel et de sécurité. Ouais. Et donc, on doit se réunir pour finaliser ce sujet-là. Je vais retourner vers Maxence Cormier ou François Roudier. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en ce moment dans un chantier avec un rythme qui est un peu dégradé, avec un mode de fonctionnement dégradé et donc avec une durée qui va se rallonger encore, on aura les 2 mois ou 1 mois de perdu et on va reprendre un peu plus de délai. Est-ce que c'est ça que vous ressentez actuellement? Oui, on est toujours je me permets de répondre. Vas-y. On est en mode forcément dégradé parce que oui, les entreprises ont été arrêtées et aussi leurs fournisseurs. On a beaucoup de fournisseurs de bacs à douche, de fenêtres qui ont été arrêtés et relancer une usine, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, effectivement, si on va plus dans le détail, on devrait avoir des fenêtres sur d'autres bâtiments qu'on n'a pas parce que voilà, l'usine a été arrêtée. Donc, on est quand même, on se considère encore en mode dégradé pendant encore un certain temps jusqu'à la période d'état d'urgence sanitaire. Hein. On aura l'obligation. Et normalement, vous aviez prévu une fin de chantier. À quelle date et quel décalage vous prévoyez pour le moment? Comment? On était en décembre 2020. Et là, vous avez commencé à recaler un peu les choses et à imaginer… Aujourd'hui, on est encore sur des plannings, on va dire, de tâches mensuelles. Et on attend, on aura un planning du maître d'œuvre d'ici le 15 juin pour avoir un peu plus de retour de chacun, quoi. Et peut-être que c'est Maxence Cormier qui peut le dire. Et les clients, ils sont un peu impatients et ils vous disent non, moi je veux rentrer dans mon appart dès janvier 2021. Non. On a beaucoup de clients qui ont tous été plutôt conciliants. Pour l'instant, nous, on a pris le parti de communiquer très vite avec eux. C'est-à-dire que dès que les chantiers se sont arrêtés, nous, on n'a pas fait d'OS d'arrêt de travaux, mais de toute façon, le chantier était arrêté. Donc, on a prévenu tous nos clients, alors par mail, bien entendu, ça a plutôt bien fonctionné en leur expliquant la situation et que les chantiers étaient arrêtés. On n'a eu pas de réponse. Personne nous a dit « Oui, mais j'ai entendu qu'en fait… » Personne n'est rentré dans ces débats. Ensuite, à partir de mi-avril, on a refait une deuxième communication pour prévenir. Nous vous informons, nous avons le plaisir de vous informer que le chantier redémarre, mais en mode dégradé. En disant, voilà, il y a eu 1 mois d'arrêt, et puis, mais pas sur le même rythme que avant le Covid. On a eu quelques clients qui nous ont fait des remarques, mais vraiment très, très, très peu. Et on leur a dit parce que pour l'instant, je ne leur ai pas communiqué de date de livraison. Comme l'a bien dit François, on n'a pas encore de visibilité précise pour l'instant. Donc,
on s'est fixé le mois de juin là, pour pouvoir communiquer avec nos clients et puis commencer à leur donner des dates prévisionnelles. Mais on sera sur des décalages que nous, on fonctionne beaucoup en trimestre. Quand on a préparé, vous m'aviez dit aussi quelque chose que je trouve intéressant de rapporter aux personnes qui nous suivent, c'est qu'en fait, contrairement à une crise exceptionnelle qui aurait été uniquement celle de Cogedim ou d'un de vos partenaires, là, c'est une crise que tout le monde a vécue. Et donc, il y a une certaine compréhension de tous de la situation. Les gens ont un niveau de compréhension et donc acceptent des choses différentes de ce qu'ils avaient imaginé au départ. Comme on disait, tout le monde a été touché. Donc, tout le monde comprend. Donc maintenant, après, juridiquement, les choses il y a eu des décrets, des ordonnances là, qui ont été publiés. Les délais sont gelés jusqu'à la fin de l'état d'urgence. Donc ça vous protège ou les délais sont gelés? Les délais sont gelés, donc aussi bien pour les entreprises que nos clients vis-à-vis de nous aussi. C'est pareil. Alors, on va passer aux séries de questions et vous ne serez pas surpris, les questions qui nous sont posées actuellement portent sur les coûts. Qui porte les coûts? Alors, vous avez en partie répondu des questions qui sont arrivées sur les coûts de nettoyage. Vous pensez qu'on a dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire? Je me retourne en même temps chez Hervé Marie et Damien Gognier sur la prise en charge de ces coûts de nettoyage. Vous nous disiez on est parti d'un coût mensuel, on le porte maintenant de façon hebdomadaire. Le premier mois, les coûts de nettoyage assumés par le promoteur à 100%, désormais à 50%. Et vous allez les répartir avec sur les différents lots et vous dites... a priori, les informations que j'ai eues jusqu'à maintenant, tout le monde absorbe ces coûts-là, coûts de nettoyage. Mais il y a peut-être d'autres coûts que le coût de nettoyage dont vous voulez parler, monsieur Gognier. Alors, les coûts, effectivement, il y a des coûts les coûts de tout tout ce qu'on a été contraint d'acheter, notamment les masques, et puis tout ce qui est, tous les moyens sanitaires qu'on a mis en place, effectivement, ça représente un coût pour l'entreprise. Nous, globalement, en termes de coûts, on doit être pour l'entreprise, je parle, en termes de masques, gel hydroalcoolique, et j'en oublie, les gants, toutes les protections nécessaires, on doit être sur un coût à peu près là d'une 25 000 euros. Entre 20 et 25 000 euros de surcoût. Sur ce chantier ou globalement pour votre entreprise? Pour l'entreprise. Pour l'entreprise, c'est ça. Tout à fait. Après, on a aussi, nous, notre crainte, c'était aussi une perte de production. C'est-à-dire forcément moins d'effectifs sur un chantier, des cadences qui sont restreintes. Donc, ça aussi c'est à prendre en compte. On s'aperçoit quand même qu'on arrive à redémarrer, nous, les opérations qu'on a redémarrées en phase gros œuvre, parce que on a des chantiers en second œuvre où nous, on est on est plus acteurs parce qu'on a plus de personnel quasiment, mais le chantier qui est en phase gros œuvre, où là, vraiment, on doit avoir jusqu'à 20, 25, 30 personnes, selon le type de chantier, où là, effectivement, on s'aperçoit qu'on redémarre quand même avec une production qui reprend son cours doucement. Et, alors, ça a été freiné au début, là, mais au bout d'un mois de reprise, on s'aperçoit qu'on arrive à reprendre des cadences, entre parenthèses, normales. C'est ça. Et c'est quand même ça qui est le plus important, en fait. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Oui, puisque ça a une importance autant pour l'entreprise, non, mais bien sûr. Et puis, ça a son importance aussi pour le chantier, parce que vous doutez bien qu'un chantier qui va durer 2 ans, qui doit être livré fin 2020 et qui serait livré que fin 2021, forcément, les entreprises, là, elles subiraient des coûts importants liés au nettoyage de base vie, liés à des frais qui s'accumulent.
Je vous ai vu, Maxence, presque avec une expression de soulagement quand j'ai dit, mais pour vous, le plus important, c'est la cadence. Vous avez une inquiétude sur la douzaine de chantiers que vous suivez à Nantes et plus largement tous les chantiers au niveau national, de difficultés du côté des entreprises? Monsieur Gognier l'a bien souligné. On se rend compte, je dirais, entre guillemets, il y a deux types de chantiers. Les chantiers qui sont en gros œuvre, où je rejoins Monsieur Gognier des informations que j'ai pu avoir. D'une manière générale, en gros œuvre, on est très proche de la cadence que l'on avait avant le Covid. Les chantiers qu'on va appeler en corps d'état secondaire, c'est-à-dire que le gros œuvre est terminé, le hors d'air est terminé quasiment. Là, on est dans l'enchevêtrement de corps d'état secondaire, donc plaquistes, il y a du plombier, il y a de l'électricien, il y a du solier, il y a des peintres. Ces chantiers, déjà, ils ont mis plus de temps à redémarrer. Je disais tout à l'heure, on parlait du 14 avril, ces chantiers, ils ont démarré dans les meilleurs des cas 10 jours après, voire 3 semaines après. Hein. Début mai, ces chantiers ont redémarré. Et là, on voit bien qu'ils ont redémarré à 5-6 personnes. La semaine d'après, ils étaient à 10, mais on n'est pas arrivé à du tout. On est encore loin de la cadence que l'on avait. Et c'est là, en effet, l'inquiétude de tout le monde. Hein. Parce que plus on va rester longtemps sur un chantier, et plus ça va nous coûter. Pour tous, pour tout le monde. Bien sûr. Alors, peut-être que je reviens en arrière, je vous prie de m'excuser, mais il y avait une question à nouveau sur les coûts, avec une règle de partage. Alors, on n'a pas envie de mettre le bazar entre vous, hein, vous avez trouvé des règles, mais là, on a une suggestion, quelqu'un qui nous dit les EPI individuels devraient être à la charge des entreprises, masques, gel, etc. Et tout ce collectif, c'est à la charge du maître d'ouvrage, donc la désinfection de la base vie, etc. Donc à 100% pour vous. C'est pas ça la règle normale? Il n'y a pas de règle en la matière. Hein. D'accord. Pas de règle. On pourrait, on aurait pu ne pas faire ce qu'on a fait aussi. Parce que je ne me suis pas amusé à interroger tous les maîtres d'ouvrage de la France et de Navarre. Je ne sais pas si tout le monde fait cela. Très clairement, je ne sais pas du tout. Ce serait intéressant. Vous posez la question, vous pensez même l'inverse, hein, en fait. Je ne me prononcerai pas là-dessus. C'est pas à moi de le dire. Mais sur la question des EPI, l'entreprise, mais tout le monde est touché. Tout le monde, au bureau, vous voyez, là, j'ai mon masque, il est là parce que tout à l'heure, je vais avoir une réunion. Le gel, tout le monde, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est tous touchés. On est tous touchés. Et il n'y a pas plus une personne qu'une autre. J'ai l'impression que Hervé Marie voulait dire un mot aussi là-dessus. Oui, alors concernant les prises en charge ou les coûts sur les chantiers, en effet, ça a été le point le plus difficile à faire passer auprès des maîtrises d'ouvrage. Là, je mettrais Altea un petit peu entre parenthèses, parce que justement, ils ont joué le jeu immédiatement. Mais en effet, sur l'ensemble des chantiers que je suis, moi, ça a été le point le plus difficile à faire admettre par les uns ou par les autres. Et en effet, le consensus général, ça a été de considérer que à partir du moment où on changeait le PGC, on modifiait les pièces du marché. Donc, ce qui veut dire que si on change la règle du jeu, eh bien, il doit y avoir une incidence. Après, est-ce que cette incidence est prise à 100% ou partiellement par le maître d'ouvrage? Là, je dirais que c'est plus une question de négociation entre les acteurs, donc entre les maîtres d'ouvrage et les entreprises. Pour l'instant, sur 90% des chantiers où on reprend, c'est actuellement encore le maître d'ouvrage prend à sa charge les nettoyages de la base vie, donc vestiaire, réfectoire et sanitaire. Après, aux entreprises, en effet, de gérer leur propre personnel et les protections de leur personnel. On considère qu'il n'est pas de l'ordre du maître d'ouvrage d'aller savoir si Pierre, Paul, Jacques ou Jean, il a telle maladie, déjà de base, s'il vient à 1 ou à 2 dans la voiture ou pas, etc. Donc, ça, c'est la responsabilité de l'entreprise. Là, c'est de la responsabilité propre de l'entreprise, donc à elle de mettre en face les moyens
pour protéger ses personnels et à charge, je dirais, soit des référents Covid, soit des CSPS, soit déjà même aussi de la maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, de veiller à ce que sur les chantiers, les personnels qui viennent aient bel et bien en leur possession ces moyens de protection individuelle. Si elles ne les ont pas, eh bien, il n'y a pas le choix. Hein. C'est immédiatement, vous êtes gentil, vous remontez dans votre voiture. On veut pas être un danger pour vous et on ne veut pas que vous soyez des dangers pour nous. Donc, et ça vous est arrivé d'être amené à faire ça là depuis 15 jours, 3 semaines? Alors, à virer les gens, non, mais à les obliger à aller chercher le masque qui est dans la voiture, oui. Bien sûr. Oui. Là, le masque, soit il est porté parce qu'en effet, le gars, il est en activité directe avec quelqu'un d'autre, donc il n'y a aucune raison qu'il ne porte pas son masque. Soit on peut comprendre que le gars, s'il est sur une tâche tout seul, il ne porte pas son masque, mais il doit immédiatement l'avoir sur lui de manière à pouvoir, je dirais, se protéger de quelqu'un qui approcherait de lui, quoi. On va approcher de la fin, sauf si sur ce chantier particulier, vous aviez encore quelque chose à rajouter. Et j'avais envie, par petit tour de table, et Maxence Cormier, vous terminerez le tour de table. Vous voulez dire quelque chose avant que je fasse ce petit mot de conclusion? C'était juste, mais je pourrais le dire en conclusion. Donc, je le dirai même en conclusion. J'avais envie de vous demander si vous tirez déjà des enseignements pour l'avenir, notamment une base vie qui est nettoyée 3 fois par jour par rapport à une base vie qui était nettoyée 3 fois par semaine. Est-ce qu'il y a un entre-deux qui serait plutôt à atteindre demain, les systèmes de nettoyage, des chantiers un peu plus propres, est-ce que vous, ou en termes d'organisation? Donc peut-être en premier, Damien Gognier, est-ce que vous commencez déjà à vous porter sur la suite en vous disant ouais, peut-être que ça c'est des points positifs à retenir de ce moment particulier? Oui, bien sûr, je ne vous cache pas que voilà, on a des bases vie qui sont nettoyées tous les jours, donc qui sont qui sont impeccables. Hein, donc je pense que ça, c'est appréciable chez l'ensemble des compagnons sur le chantier. Après, effectivement, il y a des coûts en face, hein, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il y aura un entre-deux qui sera certainement à mettre en place une fois qu'on sera sorti de cette période un peu difficile. Mais oui, c'est forcément, hein, c'est plaisant d'arriver dans une base ville et sanitaire voilà, qui sentent propre, quoi. Et Hervé Roudier, si vous êtes encore avec nous, c'est un choix entre François Roudier ou Hervé Marie. Je vais d'abord commencer par François Roudier, puis après Hervé Marie. François Roudier, vous retenez quelque chose déjà? Vous commencez déjà à réfléchir à l'après et vous retenez des enseignements de cette période-là? Effectivement, c'est un grand changement parce que là, on a touché à du sanitaire. On gère des avancements, on gère des sujets de Gosny, il gère de la main-d'œuvre aussi. Mais là, le sanitaire, ça a vraiment perturbé beaucoup de gens parce que se désinfecter, la connexion est vraiment pas bonne du tout. Hein. Un grand chamboulement de chantier, comme ça pourrait. Effectivement, je pense qu'il faudra repasser sur eux, mais c'est quand même une chose. Alors, Hervé Marie, toujours la même question. Est-ce que vous commencez à tirer des enseignements pour l'avenir de la situation qu'on vit actuellement? Premier enseignement, c'est s'adapter rapidement, avoir toujours cette ressource d'adaptation. Maintenant, la continuité, oui, bien sûr, c'est comme disait M. Gognier, c'est vraiment agréable, je dirais, cette notion de propreté sur le chantier, de respect des installations de chantier par les ouvriers. C'est quand même nettement quelque chose qui se perdait. Et ce coup de pied au cul qui est remis auprès de chacun est très très bienvenu. Mais oui, bon, après, c'est des questions d'organisation générale de chantier qui vont être de plus en plus pointues à prendre en considération, quoi. Alors, donc là encore, une question de coût. C'est ça. Qui prend en charge? Toujours le client est prêt à le payer, le client final est prêt à le payer. Alors, Maxence Cormier, vous, dans votre position, je suis sûr que vous êtes un peu obligé d'avoir un petit coup d'avance et essayer de réfléchir aux enseignements. Vous avez peut-être des choses à nous dire?
Aujourd'hui, j'ai pas la solution, je ne sais pas, et je le redis, et personne ne sait de quoi sera fait demain. En effet, je suis complètement d'accord. Je pense que d'une manière générale, parce que lorsqu'on a préparé la réunion, on a un peu comparé les chantiers de l'industrie. On voit bien que le chantier a des années de retard par rapport à ce qui s'est passé d'un point de vue sanitaire dans l'industrie. Je pense que ça va quand même faire bouger les choses. Je dis pas qu'on va continuer à désinfecter trois fois par jour les bases vies, mais comme disait M. Gognier, peut-être un entre-deux qui pourra être compensé par tout le monde et que financièrement, tout le monde s'y retrouve. À côté de ça, avant la crise sanitaire, Cogedim, nous essayons de travailler sur le bien-être des compagnons et nous travaillons sur l'idée d'un chantier solidaire. Je ne peux pas vous en dire plus parce que ce n'est absolument pas abouti aujourd'hui, mais en tout cas, on souhaite le mettre en œuvre sur une opération qui démarrera début d'année prochaine. Alors, on voit bien que là, par contre, on passe un cap. Hein. Et là, en termes de coûts, c'est autre chose. Donc, c'est un essai sur lequel on est en train de travailler. C'est peut-être ça l'avenir. Mais à un moment, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut prioriser. Le bien-être, parce qu'il ne faut pas oublier que, oui, il y a des maîtres d'œuvre, il y a des maîtres d'ouvrage, il y a des CSPS, il y a des architectes, mais les personnes qui construisent l'immeuble, c'est tous les compagnons qui sont sur place. Il faut quand même qu'ils travaillent dans des conditions décentes. Ce qui est malheureusement, alors on a beaucoup progressé, en tout cas nous, Cogedim, on a une attention toute particulière à cela, mais parfois dans certains chantiers, je cherche le bon mot. C'est pas rêvé, on va dire. Voilà. Merci de ces propos et puis surtout merci à vous, Altarea Cogedim, d'avoir joué le jeu, d'ouvrir en transparence ces échanges. Merci à Hervé Marie Quatuor de nous avoir décrit la difficulté de son quotidien et puis Damien Gognier avec les compagnons dont on parlait tout à l'heure. Qui montent les ouvrages et dont on a absolument besoin pour la suite. On était ravis aussi que vous ayez raconté un petit peu toute cette histoire. Donc, merci beaucoup à tous les quatre. Et puis, à très bientôt. Pour ceux qui vont profiter d'un long week-end, un bon week-end à toutes et à tous. Et puis, pour les autres, bon travail. Bonne fin de journée. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.